D'abord, bonjour, je suis Victoria, coordinatrice du laboratoire de cyberjustice. J'ai le grand plaisir de vous accueillir à cette deuxième rencontre de notre cycle de conférences intitulé Innovation en droit, les jeunes chercheurs et les technologies immersives. C'est un cycle qui vise à mettre en lumière les travaux des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui explorent les croisements entre droit et technologies émergentes. Donc, ce sont des espaces, bien sûr, en pleine effervescence et dont les contours se redéfinissent. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là la dernière fois, et qui sont peut-être pas familières avec le laboratoire, on existe depuis une quinzaine d'années, puis on est un espace de réflexion et de création où on repense et où on remodélise euh, les, les processus de justice. Puis, dans ce cadre, la promotion de la recherche, le développement scientifique occupe une place de choix charnière. C'est dans cet esprit que s'inscrit le cycle de conférences. Donc, déjà, il y a 2 semaines, on a eu notre première rencontre avec M. Sawadogo qui nous a entretenu au sujet de la nécessité d'un cadre juridique spécifique relatif à la réalité virtuelle au Québec et en France. Puis notre troisième et dernière rencontre va se tenir dans 2 semaines avec Zoé Schwint. C'est le 22 avril à 12h30 pour ceux et celles qui seraient intéressés. Ça va être à la fois en présentiel à l'Université de Montréal, mais également en ligne sur Zoom. Puis elle va nous parler du droit des marques à l'heure du métaverse et de la réalité virtuelle. Mais pour aujourd'hui, bien sûr, on a le privilège d'accueillir Madame Josiane Barrette-Moran, qui est doctorante en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, elle s'intéresse de façon large au rapport intermédiaire par la technologie, mais de façon plus spécifique en lien avec sa thèse de doctorat aux enjeux éthiques soulevés par la réalité étendue. Elle est membre du CRDP, donc le Centre de recherche en droit public, duquel fait aussi partie le laboratoire de cyberjustice. Elle est également collaboratrice du projet Immortalité artificielle, perspective éthique, juridique et artistique avec l'Obvia. Puis elle coordonne également une édition des Nuits de la justice avec le Cégep du Vieux-Montréal. Elle a un parcours unique qui allie à la fois la recherche interdisciplinaire, mais aussi la sténographie judiciaire qu'elle a exercée et enseignée pendant une dizaine d'années. Sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Bonne conférence. Un grand merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être là et merci au laboratoire de cyberjustice de m'accueillir pour cette communication qui va s'intituler La sténographie judiciaire à l'ère de la réalité augmentée. Sans plus tarder, notre agenda pour aujourd'hui. Je vais d'abord me présenter et présenter mon parcours très vite parce que Victoria fait une excellente job et je vais vous dire un peu comment j'ai eu l'idée de fusionner deux objets de recherche, d'un côté la sténographie et de l'autre la réalité augmentée. Je vais vous présenter une historiographie imagée de la sténographie afin d'en contextualiser l'émergence et l'utilité. Et ensuite, je vais vous donner la journée type des sténographes. Je tiens quand même à dire qu'il y a des sténographes dans la salle, donc ça sera rien de nouveau pour ces personnes-là. Puis corrigez-moi en fait si je me trompe, parce que vous pratiquez plus que moi à l'heure actuelle. Mais pour les autres, étant donné que c'est souvent une profession qui est présentée comme étant méconnue, peut-être que ça va répondre à des questions. Et enfin, c'est la réalité augmentée qui va se pointer le bout du nez. Comment est-ce qu'elle se déploie autour de nous? À quoi elle ressemble? Ce que ça pourrait signifier pour le domaine de la justice. Donc déjà, juste pour définir vite, vite la réalité augmentée, pensez aux salles d'essayage virtuelles pour des vêtements ou des lunettes, aux options pour superposer des peintures ou des tapisseries, des planchers en décoration sur des photos de lieux qui existent déjà et aux musées qui proposent, dans le fond, des descriptions d'œuvres dans les téléphones intelligents avec des écrans intégrés qui peuvent aussi proposer du sous-titrage en temps réel selon la langue qui est parlée et comprise. Puis finalement, on va finir en imaginant l'avenir ensemble. On va interagir, on va avoir un bon 15 minutes, je crois, là, de questions-réponses, commentaires vers la fin.
Donc, me voici quand je paye un photographe pour me donner l'air professionnel. Et à côté, il y a vraiment mon parcours tel que Victoria l'a très bien décrit. Fait que je vais y aller un peu vite. Mais en bref, j'ai été greffière audiencière pendant mes études. Puis dès que j'ai reçu mon attestation d'études collégiales et que j'ai été assermentée par un juge de la Cour supérieure, j'ai pratiqué la sténo dans une firme en face du palais de justice là, de Montréal. Et à un certain moment donné, j'ai continué en autonome à mon compte en fondant mon propre bureau de une personne à temps partiel. Comme ça me donnait le temps d'enseigner aussi à temps partiel au collégial, à ce qui s'appelait à l'époque l'École de sténographie judiciaire du Québec. Puis j'ai fait ça pendant en tout presque une décennie. Puis aujourd'hui, comme on l'a dit, je suis au doctorat. Bon, blablabla, on l'a bien dit tantôt. Mais premièrement, c'est quoi le lien entre mon doctorat en bioéthique et ma carrière d'officière de justice? Ben, je tiens à dire qu'il y a quand même quelques liens. En bioéthique, la justice, c'est un principe de base sur la base duquel, dans le fond, on opère au quotidien. Donc, on a beau savoir que ce qui est légal n'est pas toujours éthique et ce qui est éthique n'est pas toujours légal. Le désir d'agir de manière juste va toujours animer les deux domaines, autant la justice que la bioéthique. Je mentionne aussi que quand même, là, ma superviseure, professeure Emmanuelle Marceau, elle a fait sa thèse là-dessus, donc sur l'éthicisation du droit. Donc, c'est pertinent pour montrer aussi le lien entre éthique et droit. Ensuite, c'est en étant sténo pour des ordres professionnels dans les métiers de la santé que j'ai le plus appris d'un autre pan de la bioéthique qui est la déontologie professionnelle. Donc, sur quelle base le public peut tenir pour responsable les optométristes, les dentistes, les psychologues, psychiatres, médecins, infirmiers, j'en passe, pharmaciens. Donc, quelles mesures-là sont considérées comme étant justes et réparatrices, voire pédagogiques, pour que nous, le public, on soit mieux protégés? Et ça a vraiment travaillé ici. Et donc, vous pouvez commencer à voir comment une sténo qui tapait ces débats déontologiques dans les professions de la santé a pu finalement raviver une passion pour la bioéthique. Mais dans le cas qui nous occupe, là, comment est-ce que j'ai eu l'idée de m'intéresser à la sténo en conjonction avec la réalité augmentée? Ben, j'ai fait des associations thématiques dans ma tête, réponse simple, mais je me suis aussi tenue au courant des projets, des progrès technologiques dans ces deux domaines-là. Et bien sûr, je parle encore à des collègues sténographes, puis je suis à l'écoute de leurs soucis ou de leurs réussites. Puis tout de suite, là, je mentionne, comme je disais tantôt, cette année, j'ai pas payé ma cotisation, donc je suis même pas dans le bottin du barreau cette année. Alors, je vous parle, ma posture vraiment, c'est comme étudiante, curieuse et non pas en tant que sténographe aujourd'hui. Je peux pas pratiquer cette année, mais comme je vous dis, j'ai plein de collègues et des gens ici dont c'est la profession au quotidien. Donc, c'est certain que ça me tiraille, là, j'ai un peu un biais, j'ai un peu un conflit d'intérêts. C'est sûr que je vais pas lâcher aujourd'hui des phrases définitives du genre la sténographie, ça survivra pas à la réalité augmentée. Tu sais, je dirai jamais ça, puis je dirai jamais le contraire non plus, genre que l'IA ça sert à rien, jamais. Donc je vous prépare déjà à l'avance. Mais vous voyez en fait, je suis allée avec une image en ce moment là, au tableau, une représentation typique de la justice. Un bandeau couvre les yeux et les oreilles d'une femme, tandis qu'elle tient une balance dans ses mains. Et moi, je vois un écho direct, vu leur présence lors des débats hors cours, donc souvent en l'absence des juges, les sténographes qui produisent les comptes rendus intégraux des échanges qui sont tenus sous serment se décrivent justement comme étant les yeux et les oreilles des juges. Et au figuré, là, bien sûr, parce que ça remplace pas l'interaction ou le jugement ou la détection des expressions non verbales, mais il y a un parallèle à faire avec la télémédecine ou avec d'autres pratiques qui sont de plus en plus à distance, où des fois, ben, la télémédecine ne va pas remplacer de toucher le bras, de prendre le pouls, de sentir la laine, par exemple. Donc, il y a quand même un parallèle à faire avec ça. Et niveau technologie à distance ou pas, ben, la sténographie, c'est déjà assisté hein, par des dispositifs
d'enregistrement audio, des logiciels de traitement de texte, de plateformes là, de stockage, de sous-titrage et de rencontres en distanciel augmentées par l'intelligence artificielle. Ça, c'est déjà le cas et ça s'est fait dans une visée d'optimisation et non de remplacement. Parce qu'en effet, les humains sont toujours requis et contrairement, par exemple, à une application de reconnaissance vocale, les sténos peuvent assermenter les témoins, demander qu'un mot mal compris soit épelé, en plus d'être habilités à rétablir le climat de respect dans la salle s'il y a lieu. Donc, ils peuvent interrompre ou reporter des débats, par exemple, en cas d'inconduite suspectée. Ils ont quand même beaucoup de rôles, responsabilités. Et ça, c'est une manifestation concrète de l'humain dans la boucle, un concept qui apparaît dans les discours scientifiques sur les interactions entre les humains et justement les technologies immersives. Ici, je vous ai encadré en jaune la sténo et son équipement technologique qui est visible de tout le monde. Donc, ça informe un peu tout le monde du fait qu'ils sont enregistrés au niveau audio, même si tout le monde ne va pas signer un consentement à cet effet avant de rentrer dans la salle. Dans le cas précis qui est au tableau, là, la chambre de la famille, mais il y a quand même un juge présent derrière la sténo, derrière le greffier audiencier aussi. Donc, tout le monde travaille ensemble. Mais d'autres fois, comme ici, le juge est présent, puis il y a simplement une greffière audiencière qui est là avec son enregistrement audio pendant qu'elle prépare le procès verbal, mais il n'y a pas de sténo. Moi, quand j'étais greffière, c'était la configuration que je voyais le plus souvent. Donc, si quelqu'un voulait une transcription de l'audience, on envoyait l'audio de cette journée-là à une sténo. Puis la sténo transcrivait ça de son bureau ou de sa maison, donc sans s'être déplacé dans l'image ici. Et pour cause, le juge était là et il avait ses propres yeux et ses propres oreilles. Il n'avait pas exprimé le besoin, dans le fond, qu'une sténo se déplace. Fait que ça dépend vraiment du cas. Mais la sténo peut travailler quand même derrière, donc derrière le rideau. Elle n'est pas là sur l'image, mais on peut lui commander des choses. Et finalement, le troisième cas, c'est le plus fréquent pour les sténos, donc la salle d'interrogatoire hors cours où il n'y a pas de juge du tout. Donc, la sténographe s'assoit au bout, assigne les places et assermente le témoin, bon, prend les présences, toutes sortes de petits gestes et va noter à partir de là les échanges en temps réel et enregistrer par audio pour avoir un backup. Et il faut savoir que ce backup audio, normalement, personne d'autre ne peut le demander ou y avoir accès. C'est vraiment les notes sténo la preuve. Fait qu'ici, disons, à gauche, ça pourrait être l'avocat qui dirige l'interro avec son stagiaire puis son client, disons. Et à droite, on aurait le témoin avec son procureur à lui. Je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, au tableau, ce que ça résume, oui, toi aussi, Victoria, c'est que les sténos sont les yeux et les oreilles des juges au sens figuré, qu'ils soient présents ou absents. Donc, que les juges soient présents ou absents. Que récemment, il y a des entreprises technologiques qui ont développé des prothèses de type lunettes intelligentes avec, par exemple, des haut-parleurs intégrés. Pour des personnes malvoyantes ou malentendantes, j'y reviendrai, au point de devenir leurs yeux et leurs oreilles. Et je trouvais ça très intéressant d'envisager que des prothèses inventées pour gérer une situation de handicap, lorsque c'était utilisé dans d'autres cadres, ben, ça avait peut-être le potentiel d'augmenter, de faciliter, d'accélérer, d'assister des processus à l'intérieur du système de justice. Et finalement, vu que j'aime les mots, je trouvais ça intéressant de voir que le corps humain était si sollicité que ça dans le langage de la justice et donc dans le cadre aussi de ma question de recherche, mais autant que les sténographes vont interpréter la parole en temps réel avec leurs oreilles, en activant leurs réflexes psychomoteurs, donc en mobilisant leurs doigts, autant au niveau des prothèses qui sont portées par les personnes en situation de handicap pour
aider avec certains des cinq sens que dans le langage de la justice et dans la symbologie de la justice, où on va dire que la justice est aveugle, donc malvoyante. On va parler aussi de voir dire ou de oui dire. Là, on réfère encore directement à la vue et à l'ouïe, ainsi qu'à la parole. Et donc, c'est une déformation de bioéthique. Mais moi, ça m'impressionne de voir que ce thème-là, la vue, l'ouïe, la parole, consignée par le geste, par le sens du toucher, c'est transversal. Puis aussi, on peut réaliser avec ces trois points-là que c'est vraiment pas nouveau que des technologies inventées pour l'équité, la diversité et l'inclusion finissent par servir finalement à plus de monde que seulement la population cible. Donc, on rentre dans l'historiographie des débuts de la sténo, qui est absolument pas à l'échelle. Donc, c'est pas du tout mon fort, là, l'histoire, mais moi, je trouve ça important. Là, vous voyez, on passe vraiment vite de 2600 avant Jésus-Christ à très loin après Jésus-Christ. Le but, c'est pas de faire l'histoire complète, mais vraiment de contextualiser notre sujet dans l'histoire. Fait qu'en haut à gauche, toutes les personnes ici, Marilyn, Gabrielle, je pense qu'il s'en rappelait, je commençais toujours mon cours avec le scribe accroupi. C'est encore pas nouveau des années plus tard, il faut absolument que je l'inclue, parce que ça montre que depuis l'apparition de l'écriture, l'humain a toujours eu besoin de consigner des faits sur le papier afin de pouvoir s'en souvenir, puis manipuler les faits dans un deuxième temps s'il y a lieu. Ça montre aussi que cette profession de scribe a toujours été attribuée à des personnes fiables et éduquées. C'était un rôle assez valorisé dans l'histoire, bien payé ici dans l'Égypte antique. Et le scribe était une courroie de transmission entre la noblesse et le peuple. Puis je vous l'ai pas dit tantôt, mais moi, j'ai un bac et une maîtrise là, en études théologiques et religieuses. Donc, évidemment, j'ai déjà vu des papyrus. Puis quand on s'intéresse à ça, on s'intéresse à l'acte d'écrire. Puis on apprend que c'est un peu moins romantique qu'on pense. C'était surtout des factures, des ardoises. Donc, c'était vraiment pour suivre le développement des échanges, du troc, des dettes, comme aujourd'hui. Puis là, j'avance dans l'histoire. Bref, euh, ça s'est très rapidement lié avec le monde de la justice, ce geste-là. Et en 2025, on peut relire les minutes du procès de Jeanne d'Arc qui date de 1431 grâce à ça. En 1608, on dit souvent que c'est la date où le métier a été reconnu. Ensuite, il y a l'invention du dactylo, précisément pour faciliter les échanges avec les personnes aveugles. Et c'est par souci de les accommoder qu'entre 1780 et 1839, on invente et on brevette ces machines qui traduisent la pensée avec des éléments tactiles, donc qui sollicitent là, le sens du toucher. Dans les années 1800, les sténographes sont partout en Angleterre, aux États-Unis, présents dans les hôtels, les journaux, les ministères, les tribunaux. Et encore aujourd'hui, il y en a qui travaillent à faire du sous-titrage pour la télé, même pour aider des humoristes à roder leurs textes. Puis, de plus en plus rapidement, arrivent des méthodes pour reproduire la parole en simultané. Donc, ici, j'ai une image avec des gribouillis. Ça, c'est la vraie sténographie, celle à laquelle réfère donc le suffixe graphie, qui veut dire enregistrer. Fait qu'avec crayon papier, peut-être qu'il y en a parmi vous qui a déjà appris ça à l'école, ou vos mères, grand-mères, arrière-grand-mères. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'allais chez la coiffeuse, puis elle me disait que les jeunes femmes avaient un cours obligatoire là, de sténographie dans son temps. Ensuite, ça se précise avec la sténotypie qui, elle, réfère au fait de taper. Le suffixe typie évoque les empreintes digitales, en fait, donc sur les touches d'un clavier. Et on voit que ça ressemble beaucoup à une dactylo, à l'exception qu'il y a moins de touches qu'il y a de lettres dans l'alphabet. Parce que pour accélérer la frappe, on place nos doigts sur plusieurs touches en même temps. C'est ça le mystère de la sténo que je me fais toujours demander en premier. Comment vous écrivez si vite? On écrit avec plusieurs touches à la fois. Et donc, je vais partir sur une tangente, juste pour expliquer aux personnes qui ne connaîtraient pas du tout.
C'est le clavier en question au tableau qui n'a pas beaucoup changé depuis les années 20 et il est presque pareil en anglais et en français. Comme je vous dis, il y a moins de lettres ici que sur un clavier d'ordi, là. Donc, on voit, il n'y a pas de C, il n'y a pas de X. C'est parce que le clavier fonctionne par combinaison de touches, comme je vous disais. Alors, si je veux écrire le mot cœur sur mon clavier d'ordi, je vais appuyer avec mon doigt. Une fois sur C, une fois sur O, une fois sur E, une fois sur U, une fois sur R. Je bouge 5 fois mes doigts sur 5 lettres différentes. Mais en sténo, je vais pouvoir écrire cœur en bougeant une seule fois mes doigts. Donc, sur les lettres qui sont en jaune au tableau. Et ça va correspondre à tous les sons dont j'ai besoin en même temps. Fait que je vais y aller aussi de façon phonétique au lieu de façon orthographique. Au lieu d'un C dur qui fait que, je vais choisir le K qui est équivalent phonétiquement. Donc, je commence en mettant un premier doigt à gauche sur K. Au lieu de mettre toutes les voyelles O, E, U, je vais juste choisir le code sténo qui fait le son E pour faire que, pour arriver à cœur. Et ça, c'est toujours A et O. Donc, je vais mettre mon pouce de la main gauche sur A et O en même temps. Et avec le R final, je fais la main droite, un doigt dessus en même temps, ce qui me donne une frappe, 1 seconde pour écrire le mot cœur au lieu de 5 frappes et 5 secondes. Donc, déjà, je sais que les sténos dans la salle n'ont pas de questions, mais s'il y a quelqu'un qui est comme wow, tu m'as perdu, ça serait peut-être le temps. Et non, ça n'a pas du tout d'incidence sur notre délibération sur les technologies, mais au moins, vous allez pouvoir quitter en disant, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je vois pas de main, là. Victoria, je sais pas si t'en vois, non. OK, on continue. Je continue avec ma ligne du temps. On voit que dès que c'est possible, on intègre l'ordinateur. Autour de 2010, il y a même un logiciel de dictée qui vient faire un clin d'œil à mon scribe égyptien qui s'appelle Express Scribe. Donc, on voit que l'histoire n'a pas été oubliée. Et aussi le logo de la plume, hein, ça nous rappelle d'autres façons d'écrire, justement, de calligraphier. Et on peut avoir des contrôleurs, des pédales, des écouteurs. Donc, la pédale va permettre de faire pause avec nos pieds quand on veut arrêter ou ralentir un audio qui joue dans nos oreilles sans utiliser nos mains. Puis, pour vous donner une idée, mettons Siri qui reconnaît la voix. Elle est arrivée en 2011 et cette année, ce sont les lunettes desquelles que je vous parlais, donc de la marque Nuance, qui ont été lancées par un des plus gros conglomérats de la lunette au monde. Elles reconnaissent la voix parce qu'il y a une prothèse auditive cachée dans les branches de la lunette. Donc, encore une fois, je vais y revenir plus tard. Avant, je voulais faire un sondage parce que peut-être des juristes ici, là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé avec un ou une sténo? OK, c'est vraiment un métier méconnu. Wow! Bon, mais c'est cool qu'on en parle aujourd'hui. Donc, concrètement, la journée typique des sténos commence avec un agenda, comme tout le monde. Les sténos, c'est surtout des travailleurs autonomes, donc qui ont toutes les tâches relatives à la tenue d'un bureau. Ensuite, c'est le temps d'aller à un rendez-vous avec tout le matériel dans sa valise, et c'est possible que ce soit sur Zoom ou sur Teams, hein, depuis la pandémie. Le but d'être dans le feu de l'action, qu'on soit en présentiel ou à distance, c'est de formaliser le vocabulaire qui est unique à la cause qui se déploie devant nous. Genre, si on parle d'une molécule ou du nom propre d'une compagnie privée, on va le noter parce que c'est fort probable qu'on ne l'a pas déjà dans notre dictionnaire. Puis à ce moment-là, on y va au son et on le rentre ensuite à la mitaine dans notre logiciel. Et on peut faire répéter n'importe quoi si on a un doute, comme je vous disais. Moi, exemple, j'ai déjà demandé de répéter parce que l'avocat demandait aux témoins qu'y a-t-il dans le premier tiroir de votre bureau? Puis moi, j'étais vraiment pas sûre là, d'avoir bien compris. J'étais pas sûre si la phrase c'était les clés de mes condos ou des clés et des condoms. Puis ça dresse un portrait différent de la personne quand même. Fait que c'est important de toujours demander quand on a un doute.
Et puis là, disons que le rendez-vous, l'interrogatoire a duré 1 heure. Les sténos en ont pour au moins 4 heures à mettre ça en page, corriger les fautes de français, mettre leur serment d'office et signer. Alors, pour chaque heure en temps réel, il y a au moins 4 heures d'édition qui peuvent être accompagnées aussi de l'écoute des audios qui ont été captés, juste histoire de bien vérifier la concordance. Et quand c'est tout beau, on envoie la transcription aux parties prenantes. Il y a un seul original et le reste, ce sont des copies. Donc, on l'indique avec une étampe spéciale. On facture, on archive de façon sécuritaire pendant 10 ans. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui revient vers nous dans 10 ans, on peut encore fournir des copies. Et le but, c'est de préserver la preuve quelque part hors de la cour au cas où il y aurait un incendie, par exemple une inondation ou une autre malchance. Laissez-moi une petite pause encore pour boire de l'eau. Donc, tantôt, je parlais de l'humain dans la boucle. Donc, je tenais quand même à souligner les qualités humaines et les vertus des sténos, parce qu'après, on va parler de technologies qui n'ont pas d'âme, pour ainsi dire, désincarnées. Donc, on peut célébrer ce qu'il y a d'humain dans le métier quand même avant de basculer vers la réalité augmentée. Naturellement, les sténos respectent un certain décorum, s'habillent d'une certaine façon, utilisent des formules de politesse, sont discrets, vont s'abstenir de raconter leur dossier, puis s'arranger pour jamais dire quelque chose qui rendrait possible la réidentification avec une personne ou une situation spécifique. Et ça, c'est un exercice de retenue parce que des fois, on voit aux nouvelles ou dans les journaux un cas, puis on a juste le goût de crier sur toutes les toits, Hey, j'ai travaillé là-dessus, c'est moi qui ai fait les notes. Les sténos vont donc s'abstenir d'analyser et de juger les faits qui sont présentés parce qu'ils vont considérer qu'ils ont toujours entendu juste une partie de la preuve, et puis qu'il y a toujours deux côtés à chaque médaille. Donc, ça leur revient pas de décider si quelqu'un a l'air coupable. Les sténos font preuve de transparence. Donc, exemple, hey, le témoin, je suis allée au secondaire avec, donc je vais demander à ma collègue de me remplacer dans ce dossier-là. Les sténos tolèrent des sujets difficiles et délicats. Fait que si quelque chose, mettons, les rendrait vraiment mal à l'aise, vont le communiquer aux collègues puis se faire remplacer. Exemple, je connais quelqu'un qui ne veut rien savoir de dossiers qui ont un rapport avec la violence faite aux enfants. Donc, quelqu'un remplace la personne. Et fait intéressant, mais cette qualité-là pourrait être difficile à retrouver avec les logiciels de transcription en temps réel parce qu'il y en a beaucoup que, justement, par souci de protection par rapport aux obscénités, vont censurer et bloquer des mots prédéterminés. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi, avec mon équipe, on disait qu'on avait des résultats préliminaires à un moment donné sur Zoom, puis on faisait transcrire par l'IA de Zoom. Le logiciel n'a pas voulu transcrire le mot préliminaire parce qu'il était jugé à caractère sexuel. Et donc, ça nous a éveillés au phénomène. Puis là, on s'est mis à essayer plein de jurons. C'était très professionnel comme rencontre, mais en fait, la transcription était complètement trouée, infidèle et donc inutilisable. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a aucun travail humain de modération ou de gestion des contenus offensants. Hein? En fait, c'est même l'objet d'un documentaire, je pense, qui s'appelle Les travailleurs invisibles de l'IA, à savoir que même ce qui va être automatisé va dépendre du travail de d'autres êtres humains, puis ça, faut le garder en tête. Un autre côté très humain des sténos, c'est des personnes qui ont des plans A et des plans B. Ils ont un gadget à batterie au cas qu'il y a une panne d'électricité. Ils ont des Kleenex pour si quelqu'un pleure. C'est vraiment des personnes humaines à part entière avec plein de savoir-être. Et finalement, c'est des personnes qui travaillent souvent seules, mais qui pallient à ça en ayant une vie associative riche, comme en ayant des associations puis des congrès. On arrive au nœud de ma présentation. De tout temps, les technologies ont laissé croire que le métier de sténo allait disparaître. Déjà en 1896, il y avait l'apparition du phonographe. C'est un genre d'appareil qui gravait les paroles prononcées et qui laissait croire que la sténographie
la profession survivrait pas. En ce moment, ce qui peut sembler inquiétant de la même manière, c'est l'arrivée justement des fameuses prothèses intelligentes desquelles je parle depuis tantôt, qui reposent sur la réalité augmentée, qui pourraient complètement réaménager la journée type des sténos. Et puis, si quelques paires de lunettes assorties d'aide auditive, admettons, qui seraient portés par les sténos, les juristes ou les témoins devenaient en fait à leur tour les yeux et les oreilles des juges, hein, parce que c'est ça leur, leur utilité. Fait que c'est vraiment là le nœud auquel je voulais arriver avec vous. Est-ce qu'on pourrait dire que les prothèses intelligentes deviennent finalement aussi objectives, aussi impartiales que les sténos? Puis quel rôle et responsabilités les sténos vont devoir modifier en réaction à ça? Est-ce qu'ils et elles vont avoir des nouvelles tâches? Donc, dans le premier rapport là, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le système judiciaire, on recense qu'il y a déjà au moins 13 nouvelles solutions technologiques qui, je cite, sont capables de reconnaître et d'analyser la parole ainsi que le texte écrit et de communiquer en retour. Elles sont principalement utilisées pour la reconnaissance vocale et la transcription des procédures judiciaires, ainsi que pour la traduction. Les outils qui passent de la parole au texte écrit reposent sur des techniques d'apprentissage neuronal et s'intègrent au système d'enregistrement des salles d'audience. Ils permettent de rechercher et télécharger du texte, d'identifier les intervenants dans les dialogues, de visualiser des chronologies et de créer des étiquettes associées à des moments spécifiques de l'enregistrement. Fin de la citation. On conclut dans ce premier rapport-là qu'il y a, et je cite, une nécessité de suivre le rythme des avancées technologiques et de maintenir un équilibre entre l'innovation et la protection des utilisateurs des tribunaux, donc les justiciables. Aucun système d'IA ou d'autres technologies immersives de réalité augmentée devrait être utilisé sans contrôle judiciaire. Ça doit rester un outil d'aide et non un substitut aux professionnels du droit. Fin de la citation. Donc, sur cette base, je me suis dit qu'il était vraiment nécessaire d'envisager des scénarios, bien que spéculatifs, pour prévoir des mesures d'adaptation en gardant l'accès à la justice et le meilleur intérêt des justiciables en tête. Merci de votre patience, là. J'ai tellement besoin d'eau, je me remets d'une grippe. Fait que, avant d'aller dans mes scénarios, je veux juste revenir sur la réalité augmentée pour m'assurer que tout le monde a compris c'était quoi. L'Office québécois de la langue française, dans un super dossier sur le vocabulaire des technologies immersives, je vous le recommande vraiment, définit la réalité augmentée comme une technologie qui consiste à superposer en temps réel des images de synthèse incluant des sous-titres. Et là, c'est ça qui va nous intéresser, comme au tableau, à des images issues du monde réel à partir d'un dispositif de visualisation, donc comme les fameuses lunettes dont je vous parle. Et selon le dispositif qui est utilisé, les informations vont s'afficher directement devant les yeux de l'utilisateur en surimpression de la scène de la vie réelle que la personne observe à l'écran. Donc, la réalité augmentée vise à enrichir la perception du réel de l'utilisateur par l'ajout d'éléments qui sont normalement imperceptibles. Elle trouve de nombreuses applications utilitaires dans des domaines variés. Et fin de la citation. Donc, c'est comme ce que je disais au début, on peut tester des coloris de peinture ou de la tapisserie sur une photo de notre appartement ou essayer des lunettes sur un site web, ce que j'ai déjà fait, puis après j'ai vraiment regretté, puis j'étais comme, ils ont mon visage, je leur ai laissé les droits ensuite sur la photo de mon visage. Mais ça en est de la réalité augmentée. Et puis, donc dans l'image au tableau, il y a de un, il y a quelqu'un qui est assis en face de la dame et qui lui parle. Donc, disons que la dame est malentendante et elle porte ses lunettes prothèses. La parole de son interlocuteur de deux est interprétée par les lunettes qu'elle porte et apparaît devant ses yeux sous forme de texte.
et elle peut lever les yeux vers le haut pour faire comme quand on fait la bande déroulante. Et ça, c'est une superposition en temps réel qui permet de taguer la réalité, de vivre dans une réalité sous-titrée. Mes scénarios maintenant. Donc, le scénario 1, j'en ai concocté trois, OK? Il y en a deux qui sont plutôt spéculatifs, puis celui-là, il est réaliste parce que c'est le statu quo, donc il n'y a rien qui change. Donc, je vous ai dit déjà les choses qui vont très bien avec la sténo, puis en quoi c'est utile. Maintenant, les défis ou les imperfections avec le scénario de tout laisser pareil sont au nombre de deux. Un, il existe une pénurie de sténo au Québec, surtout en région. Donc, ne rien changer, ben, ça ne va pas solutionner la pénurie. Et donc, ça, c'est important pour l'accès à la justice, qui est un axe important aussi pour le laboratoire de cyberjustice, bien entendu. Et deux, le sténo est un humain comme les autres. Le temps qu'il passe à relire, éditer et mettre en page ses documents, c'est du temps qu'il passe pas à recueillir un nouveau témoignage. Donc, il peut pas faire deux choses en même temps, il peut pas être à deux places en même temps. Scénario 2. Là, je suis dans l'impératif technologique total et c'est spéculatif. Admettons qu'à l'avenir, on supprime carrément le métier de sténo et on distribue plutôt les lunettes. Donc, on pourrait les distribuer à n'importe quelle partie prenante prédéterminée, par exemple aux deux équipes de juristes qui doivent les porter en audience, disons, là, et enregistrer leur réalité pendant toute la durée du dossier. Au lieu de demander au sténo de relire ce qui a été dit v'là 75 minutes, maintenant, on a juste à demander à la lunette, Hey, lunette, relis l'échange d'il y a 75 minutes. Ou Hey, lunette, fais défiler le texte. Fait qu'à la fin d'une audience, les deux équipes de juristes pourraient être sommées de déposer leurs données, enregistrer dans leurs lunettes, par exemple au greffier qui est sur place, et ramènerait pas ces données-là au bureau, mais les laisserait vraiment sur place à une tierce partie neutre. Avant, les sténos auraient été vraiment la tierce partie neutre idéale, mais pour aller à fond dans le scénario où ils sont remplacés, disons que le greffier hérite la tâche. Mais là, ça impliquerait une extension des tâches du greffier et on espère une augmentation de salaire, puisqu'il va devoir gérer le transport et le stockage des données, s'assurer de comparer les fichiers entre eux, comme on peut déjà le faire avec des fonctions sur Word. Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert, celle-là, mais elle existe. Donc, comparer et contraster. On peut vraiment, sur Word, s'assurer que deux textes, soient identiques parce que ça va nous surligner leurs différences. Donc, dans ce cas-là, on pourrait s'assurer que les deux réalités, entre guillemets, concordent, puis que tout le monde a entendu la même affaire. Mais ça se peut tout à fait que ça concorde pas. Parce qu'en cours, il y a une personne, mettons, qui est assise à droite et qui a une vilaine toux comme moi, arrête pas de tousser dans les oreilles de l'avocat de droite. Ça sortira pas pareil comme chez l'avocat de gauche. Et d'ailleurs, ça, c'en est une tâche des sténos, de dire, répétez, il y a quelqu'un qui a toussé, puis j'ai pas entendu. Ou parler un à la fois, ou dites clairement oui ou non. Fait que là, sans eux, en gros, le greffier, maintenant, il doit jouer à la dictée trouée. Et s'il y a un mot qui est débattu parce que ça concorde pas, ben pourquoi pas rajouter encore plus de technologie rendue dans un scénario de l'humain remplacé? On peut faire lire les données à une application probabiliste pour savoir c'est quoi le mot le plus probable. On pourrait utiliser une application de lecture sur les lèvres, c'est infini rendu là. Puis à la fin, ben, il y aurait juste les versions qui concordent, qui seraient jugées comme étant l'original et qui porteraient le serment d'office. Mais le serment d'office de qui? Parce qu'il y a juste les sténos qui ont ce serment d'office-là. Fait qu'est-ce qu'il faudrait faire une nouvelle formation pour les greffiers, pour leur montrer, puis pour qu'il y en ait un eux aussi. Là, je vais sauter parce qu'il y a toujours de la pub. Mais en gros, l'évaluation là, du scénario 2, c'est qu'il y a plus d'aspects neutres et négatifs que d'aspects positifs. Et il y a aussi plus de négatifs que si on garde le statu quo. Donc, un plus potentiel, là, ça serait l'objectivité en combinant les réalités augmentées de deux équipes de juristes.
Neutre, ça serait l'accès à la justice. Ça serait pas mal le même prix, pas mal le même principe. Mais pour que ce soit un minimum éthique, on pourrait s'inspirer de la prise de notes dans les hôpitaux où on enregistre certaines choses en hôpital et où c'est encore expérimental, justement. Donc, ils ont des questionnements similaires aux miens. Il y a peut-être des cas où c'est juste pas approprié. Puis là, j'en reviens à un argument circulaire qui existe déjà. Donc, on résout rien si, au final, on doit retourner au même débat qui fait qu'on a opté pour pas admettre des caméras en cours. Puis, comme vous savez peut-être, on leur préfère les illustrateurs, donc les gens qui dessinent. On a déjà pris cette décision-là, c'est fait. Donc, parce que ce savoir surveiller, filmer, enregistrer, ça influence comment on répond aux questions, comment on se comporte. Fait que, autant dans les hôpitaux qu'en cours, il se dit des choses hein, sur des actes stigmatisés quotidiennement, consommation, violence, etc. Et comme dans les enregistrements dans les hôpitaux, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est responsable s'il y a une hallucination de l'intelligence artificielle ou s'il y a une chose fausse qui s'est mise dans la transcription, parce que ça peut avoir des impacts très graves à long terme. Donc, dans le cas des hôpitaux, les personnes qui enregistrent sont des cliniciens et doivent répondre à leur ordre déontologique, à leur ordre professionnel. Ils doivent quelque chose au public là, si ça tourne mal. Dans notre scénario, je ne sais bien pas qui peut tenir le greffier pour responsable. Donc, je sais que les greffiers ont un code déontologique qui englobe pas mal toutes les professions du tribunal, mais il ne contient pas de disposition pour l'ère de la réalité augmentée. On s'entend, c'est trop nouveau. Puis je me demande dans quel forum le public pourrait demander des comptes aux greffiers. On peut donc conclure que sans politique claire et sans ordre professionnel pour la personne qui collige les réalités augmentées, qui les met ensemble, c'est peut-être pas viable. Donc, s'il y a une demande de supprimer les données aussi, on est dans le trouble parce que ça devrait être un droit fondamental là, de demander à quelqu'un, regarde, je veux que tu supprimes mes données. Mais si on fait ça dans un contexte de justice, ça vire, comme le remarquent les auteurs E. Glenn Cohen et collègues, mais ça vire en destruction de la preuve. Donc, ça semble pas très viable, là, le scénario 2. Je vais quand même dire le nom de l'article au complet pour dire ma source. Et s'il y en a qui sont vraiment intéressés par ça, c'est sur le concept de laisser une enregistreuse rouler dans une salle d'hôpital. Donc, de la laisser rouler, rouler, rouler. Et ça s'appelle Ambient Listening, donc écouter de façon ambiante. Legal and Ethical Issues, donc quels sont les enjeux éthiques et légaux. Fait qu'il y a vraiment matière à penser ici, ce qui nous amène au scénario 3, le scénario de compromis et d'optimisation. Et c'est déjà ça dans plusieurs cas en ce moment, mais pas dans toutes les firmes, sauf que ça commence. On garde le sténo comme humain dans la boucle. Et ce sténo peut utiliser toutes les technologies possibles à sa disposition pour accélérer et multiplier son travail de manière à desservir un maximum de justiciables. Ça valorise l'humain, ça valorise sa capacité de relecture, son serment d'office, sa qualité de commissaire à la sermentation. Côté accès à la justice, c'est génial parce que son tarif ne change pas, mais lui, il peut charger pour plus de dossiers vu qu'il y a un rendement augmenté par les technologies. Puis si ça y tente, réinvestir ça dans des abonnements payants en réalité augmentée, pourquoi pas? Puis lui, il doit quelque chose au public. Il y a un code, il y a une association professionnelle. Et donc, c'est dans son intérêt au sténo de rien laisser passer en termes d'hallucination ou des substitutions ou des inaudibles erronés. Donc, il y a tout intérêt à bien faire. De toute façon, il y a toujours un backup de ces notes sténo brutes et il y a toujours donc un référentiel qui a été créé par l'humain, mais qui a été seulement assisté par les technologies. Et pour finir, quelques points importants, mais pour que ce soit éthique de faire ce qui est au tableau, il faudrait un libellé clair avant de commencer les interrogatoires. Quand les sténos disent anyway à tout le monde, il faut répondre par des mots, je ne prends pas les je ne transcris pas les expressions faciales, parler un à la fois, parler clairement.
Mais il pourrait juste ajouter un petit bout à sa phrase puis dire, j'enregistre en ce moment avec divers moyens. Voici lesquels. Donc, ça peut être un dictaphone, puis ça peut être une lunette intelligente. On peut ratisser large. Mais il va falloir que tout le monde, avant de commencer, dise, je consens à être enregistré avec tel moyen. Surtout si on est en réalité augmentée, le justiciable devrait toujours avoir le choix, donc le droit de dire, moi, je veux bien que tu enregistres avec un dictaphone, je veux bien que tu prennes des notes avec ta machine ou avec ton crayon, mais je veux pas que tu utilises d'IA du tout parce que moi, je ne consens pas à ce que mes données participent à la boîte noire de l'IA. Donc, si c'est le cas, le sténo retourne au scénario 1. Il fait comme d'habitude, statu quo, avant que la réalité augmentée s'en mêle, avant qu'il y ait des technologies immersives, en tout respect des justiciables qui le demandent. Et donc, c'est une question hein, de respecter leur dignité puis leur droit à la vie privée. Donc, le sténo devrait toujours être en mesure de répondre à quelqu'un. Quant à la durée de stockage de ces captures multimédia, il pourrait dire, je garde ça pendant 10 ans. Voici pourquoi, voici les raisons. Il n'y a personne d'autre que moi qui y a accès, puis je verrouille mes choses avec un mot de passe. Donc, juste de ne pas laisser quelqu'un dans un vide d'informations pour ce scénario-là. En gros, moi, j'ai sondé autour de moi des collègues, puis oui, ils pensent à ça. Même son de cloche du côté du collège, hein. Peut-être Gabriel, tu le sais mieux que moi, qui donne la formation qui est reconnue par le ministère pour devenir sténo. Donc, on voit une foire aux questions là, sur le site web, ça trahit la préoccupation de voir le métier se faire remplacer par l'IA. Mais la réponse, c'est on n'en a pas peur de se faire remplacer parce qu'on l'utilise, en fait, l'IA. Quelques constats, sinon, qui sont directement prélevés du terrain, puis les gens vont peut-être le confirmer. Pour le franglais, qui est une réalité unique du Québec, les technologies sont plutôt inefficaces, avec bien des accents internationaux inefficace parce que ça trahit d'ailleurs les biais algorithmiques donc qui ont programmé la reconnaissance vocale pour surtout peut-être des accents impeccables ou des accents de tel endroit au détriment puis en fait en discriminant certains autres accents. Et la ponctuation demeure défaillante. Donc, en gros, c'est pas encore au point. Mais dans un monde hypothétique où ça le serait, mettons que le texte qui est livré en réalité augmentée est parfait, devant les yeux, dans une lunette, la technologie super avancée, ensuite dans un nuage comme fichier. Ben, si c'était parfait du premier coup, tout ça, ça enlèverait pas un point crucial. Le métier de sténographe, une des choses très importantes à propos de ce métier-là, outre de transcrire, c'est de certifier la transcription. Donc, aucune machine, même parfaite, va pouvoir avoir son serment d'office. Et ça rejoint directement un autre axe du laboratoire de cyberjustice au sujet des rituels de la justice, hein. Est-ce que les rituels de la justice trouvent encore un écho en 2025? Est-ce qu'on veut les garder intacts? Est-ce qu'on veut s'en départir? Est-ce qu'on veut les modifier? À quel point est-ce que c'est un bien commun, une valeur culturelle? Pensez, avant, on jurait sur la Bible et ça a évolué, ce rituel-là. Aujourd'hui, on peut choisir un autre écrit saint, on peut demander une assermentation solennelle sans aucune mention de religion ou d'écrit saint. Fait que ça, c'en est un exemple de rituel qui s'est adapté avec le temps pour de mieux en mieux répondre aux besoins exprimés par les justiciables. Puis, comme je disais tantôt, on le sait, qu'on n'a jamais vraiment voulu des caméras dans les affaires judiciaires. Puis, par conséquent, il y a d'autres mécanismes qui sont devenus plus acceptables. Moi, quand je lis dans les journaux sur un dossier judiciaire, tout le temps, le journaliste fait un genre de live tweet. Donc, c'est pas rare que les journalistes vont faire des live tweets où est-ce qu'ils vont reproduire leur expérience de la cour, mais ils la filment pas. Donc, c'est par la forme vraiment rapportée par écrit textuellement que ça marche. Et comme je disais tantôt, il y a même un métier d'illustrateur judiciaire pour mitiger les risques d'avoir des caméras en dedans.
Fait que, puis d'ailleurs, j'ai eu l'idée que les sténos puis les illustrateurs devraient se parler, puis devraient s'inviter dans leurs meetings respectifs, échanger sur leur réalité. Parce que l'IA générative, comme on sait, fait aussi des images, hein. Fait que ça concerne un peu les deux professions, je trouvais. Et bref, pour la suite des choses, ça va dépendre de notre évaluation collective des rituels qui sont en place, à savoir est-ce que ça résonne encore, mais surtout, est-ce que leurs bénéfices sont encore supérieurs aux risques de procéder différemment puis de mêler les cartes, des risques pour qui et à quel moment. Comme c'est bien en éthique d'identifier des risques, mais il faut toujours dire pour qui, quand, dans quelle situation, à quel moment. Donc, nous, tout le monde qui est ici, on pourrait tous et toutes être jury, témoin, partie prenante dans une affaire. Donc, ça vaut la peine que nous, on y pense, puis qu'on y pense selon nos préférences devant tout ce qu'on vient de voir, là. On a toutes des inclinaisons naturelles. Il y en a qui sont plus techno-conservateurs, il y en a qui sont plus curieux. On a tout ça en nous de réagir à ça, mais de ensuite essayer de s'expliquer nos préférences en termes de valeurs et de principes. Ça, c'est ce que ma bioéthique peut amener à la conversation. C'est de se réimaginer nos réponses en les déclinant sous forme de valeurs et de principes. Et sur ce, je suis vraiment essoufflée et je prendrai vos questions et commentaires s'il y en a. Puis une chose est sûre, c'est que je vous remercie chaleureusement d'avoir porté attention à quelque chose qui était, ouh, ça arrêtait pas, puis c'était peut-être nouveau pour plusieurs personnes. Donc, un gros merci.